messieurs, le Club de Rome est un groupe de réflexion qui réunit des scientifiques, des industriels, des fonctionnaires de 52 pays. En 1972, ils ont publié un rapport intitulé « The Limit to Growth », les limites de la croissance. À leur demande, un groupe s'est réuni, un groupe de chercheurs du MIT, et ils ont mis le monde en équation. Rien que ça. Et ils sont arrivés au constat imparable que la grande accélération que nous avons connue depuis la Seconde Guerre mondiale allait se terminer. Et puisque l'ensemble des ressources de la planète sont limitées, eh bien, les courbes, un jour ou l'autre, allaient s'inverser, y compris celle de la population mondiale. Alors évidemment, quand le monde reçoit ce rapport, c'est un peu l'état de choc. Des scientifiques et des économistes se sont cabrés évidemment pour rejeter ces théories, disons-le, plutôt sombres. Cependant, les faits sont là. Consommer des ressources de manière toujours plus importante dans un monde où justement elles sont limitées, c'est un mythe. Alors, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans ce monde. J'avais un peu la sensation confuse de ne pas être tout à fait à ma place. On est tous baignés dans une idéologie dominante qui nous demande de travailler plus pour gagner plus, pour consommer plus, pour accumuler plus. Si possible, il faudrait qu'on rêve de devenir milliardaire, avoir une Rolex à 50 ans. Je vous laisserai retrouver les auteurs de ces magnifiques formules. Alors que moi, quand j'étais gamin, j'ai eu une éducation où on me disait « Non, tu ne peux pas mettre du sucre dans ton yaourt parce que c'est un désir et pas un besoin ». Vous voyez un peu le genre d'éducation où en fait, il faut consommer que ce que l'on a, où le plaisir est d'autant plus intense qu'il est rare. Cela dit, je vous rassure, j'ai manqué d'absolument rien d'essentiel. Et donc forcément, cette éducation est venue heurter de plein fouet, sans que je comprenne trop pourquoi ni comment, cette idéologie dans laquelle nous sommes baignés tous les jours. « 20 ans après la publication du rapport du Club de Rome, un grand philosophe a dit, George Bush a dit, « American way of life is not negotiable. » Le mode de vie américain n'est pas négociable. Il a dit ça à l'occasion du sommet de la Terre de Rio, alors que tous les pays de la planète étaient réunis pour faire le constat de dégradation de la biosphère. Et donc, il affirmait alors qu'en aucun cas, on ne saurait remettre en cause ce mode de vie du pays qu'il représentait. Il marquait donc la détermination des pays occidentaux, dont nous faisons partie, à maintenir coûte que coûte ce mode de vie, comme s'il était généralisable à tous et comme s'il était soutenable sur le long terme. Alors, forcément, la conclusion c'est rien n'est négociable. Nous avons un mode de vie qui a été construit pendant des décennies grâce à nos esclaves énergétiques. Alors, peut-être ce terme peut vous faire réagir, esclave énergétique, alors laissez-moi une minute pour illustrer mon propos. 1 litre d'essence coûte à peu près 1,40 €. Pour obtenir la même quantité d'énergie, il faudrait que nous pédalions une centaine d'heures, 4 jours ininterrompus de pédalage pour avoir la même quantité d'énergie qu'il y a dans votre litre d'essence. Or, chacun de nous, ici dans cette salle, consomme chaque année, toute énergie confondue, l'équivalent de 4600 litres de pétrole. Si on paye ça au prix de l'essence, ça fait 6500 € par personne. Si on le paye au prix du cycliste, ça fait 6,5 millions d'euros par personne. 1000 fois plus. Autant dire que l'énergie qui a été mise à notre disposition pendant les dernières décennies et qui a permis de construire cette société dans laquelle on évolue
était quasiment gratuite. Et ils sont là, nos esclaves énergétiques. Ils sont avec nous tous les jours, ils nous accompagnent à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Alors, en parlant d'esclaves énergétiques, eh bien, dans mon ancienne carrière, mon ancien métier, c'était technicien aux essais en vol chez Airbus. J'ai participé au développement de cet énorme avion. J'étais là au premier vol, c'est moi qui ai pris la photo. Cet énorme avion, qui fait 2 étages sur toute sa longueur, qui emmène plus de 500 passagers, 250 000 litres de carburant dans ses ailes et dans son ventre. Et c'était véritablement passionnant, vraiment. Et j'étais très fier de ce que je faisais, et ma famille aussi, mes proches étaient fiers. Malgré tout, en 2003, je ressens comme un grand vide, comme une panne de sens. Je suis, eh bien, un peu comme nous tous, dans une routine aussi quotidienne. Je vais au boulot, puis je rentre, je me mets devant l'ordinateur ou la télé, et puis le samedi, je vais faire les courses, et puis je suis tout le temps dans ma voiture, etc. Et à un moment, je décide, un soir, d'aller à la réunion mensuelle d'une ONG environnementale. Et ce soir-là, tout s'éclaire. Mes sentiments deviennent des chiffres, mes intuitions deviennent des images. Je prends alors la mesure des délires sans limite du monde moderne. Pendant les 4 années qui vont suivre, où je vais m'investir dans des associations diverses, je vais apprendre, je vais comprendre tout ce dont George Bush a fait fi à l'occasion du sommet de la Terre. Dérèglement climatique, accès à l'eau potable, pic pétrolier, accès à l'énergie fossile avec tous les conflits que ça génère, consommation de masse, obsolescence programmée, appropriation du vivant par l'agro-industrie avec les OGM, production de produits chimiques et toxiques avec toutes les pollutions que ça peut générer, dette économique, dette écologique, déforestation, désertification, etc., etc. Je prends alors conscience que je ne peux plus passer l'essentiel de mon temps, l'essentiel de ma vie, à alimenter ce que Lewis Mumford appelait la méga-machine. C'est cette organisation sociale dans laquelle l'humain n'est plus que le rouage d'une mécanique complexe dont la puissance est absolue. Je ne pouvais plus passer l'essentiel de mon temps à entretenir cette course infernale plutôt que sauver ce qui pouvait l'être encore. Alors je décide de reprendre des études et de devenir ingénieur en énergie. À l'époque, je croyais encore qu'il existait une énergie miracle, une énergie verte, une énergie écologique, et puis que d'avoir mon diplôme me permettrait de la promouvoir, et puis qu'on aurait un monde meilleur. Malheureusement, à la conclusion, il se trouve que l'énergie vraiment propre, ça n'existe pas. Au moins pour 2 raisons. La première, c'est que toutes les énergies ont des avantages et des inconvénients. La seule chose dont il faut qu'on discute, c'est quels inconvénients nous sommes prêts à accepter. Et la deuxième, c'est que consommer de l'énergie, c'est transformer notre environnement. Et que donc, plus on consomme d'énergie, et plus on transforme notre environnement. Depuis 1970, la moitié de la population animale a disparu de la surface de la Terre. Depuis 1990, à peine plus de 25 ans, 1,3 million de kilomètres carrés de forêts ont été rasés et ont disparu de la surface de la Terre. C'est le pétrole qui a permis tout ça. C'est le pétrole, ce sont les énergies fossiles, ce sont des énergies extrêmement abondantes et gratuites, quasiment gratuites, dirons-nous. Alors, faisant ce constat, eh bien, je suis revenu en 2010 au pays de mes origines, après avoir passé quelques années à Toulouse, et je suis revenu à Châteauneuf-sur-Loire avec la conviction que nous allions vivre des ruptures profondes et que ces ruptures pourront être soit anticipées, soit subies. Alors je m'y colle, tout seul, ou avec ma compagne, son fils, avec
ma famille, mes amis, mes voisins, avec la ville de Châteauneuf. Et puis j'essaye au quotidien de réinventer une manière de vivre sur cette planète qui soit désirable et soutenable. Et en fait, il se trouve que c'est probablement aussi excitant que d'inventer comment on pourrait aller vivre sur Mars. C'est d'autant plus excitant que tout le monde peut le faire. Alors il se trouve qu'une partie de mon métier, c'est justement de me projeter dans l'avenir et d'imaginer à quoi pourrait ressembler ce monde. Je fais de la prospective, c'est-à-dire que je me projette en 2030, 2040, 2050, et puis je me dis, tiens, à quoi ça pourrait ressembler si justement on pouvait mettre en œuvre un certain nombre de choses. Alors j'ai fait un scénario vers des territoires résilients en 2030, un scénario 100% renouvelable pour la région Centre-Val de Loire à l'horizon 2050. En ce moment, je suis sur un scénario Île-de-France sans voiture et sans pétrole à l'horizon 2050. Il y a du boulot. Donc mon métier me permet comme ça de rêver demain. Mais rêver c'est nécessaire, certes, mais ce n'est pas suffisant. Il faut donc qu'on se trouve une nouvelle voie de prospérité, qui ne soit pas une augmentation de nos revenus, une augmentation de la surface de la maison, de la puissance de la voiture ou du nombre de chaussures dans le dressing. Il faut qu'on se trouve une nouvelle ambition qui nous pousse tous les matins quand on se lève et qui nous donne envie d'aller de l'avant. Alors je vous fais une proposition ce soir, c'est celle de la sobriété heureuse et résiliente. La sobriété heureuse, c'est un concept qui a été proposé par Pierre Rabhi, qui est un agroécologiste et philosophe. Le principe, c'est que tous les jours, on va essayer de faire en sorte de diminuer nos besoins en énergie, en matériaux, en économie, en finance, tout en préservant, voire en améliorant notre niveau de bien-être, notre plaisir de vivre, notre convivialité. La résilience, c'est tout autre chose. C'est la capacité d'un système, donc ça peut être vous, en tant que personne, ça peut être votre famille, votre quartier, votre village, la capacité de ce système à subir un choc ou un changement perturbant, on pourrait imaginer qu'on est à en vivre certains, et à préserver les fonctions vitales, l'identité de ce système. Alors concrètement, comment ça se traduit pour moi ? Nous avons fait le choix d'avoir une petite maison à proximité du centre-ville pour pouvoir tout faire à pied ou en vélo. On a un jardin de taille modeste, mais qui nous permet d'apprendre à faire un potager, d'apprendre ce que c'est que la culture, d'avoir quelques poules pour pouvoir avoir des œufs, éliminer quelques déchets. On a aussi des toilettes sèches qui nous permettent de diminuer la consommation d'eau potable et ça nous fait un excellent compost pour le potager. On a un poêle de masse aussi qui nous permet de nous chauffer au bois bûche de manière très performante et en plus ça nous chauffe l'eau en hiver et du coup l'été, c'est notre chauffe-eau solaire qui prend le relais. Puis on est en train d'installer aussi des panneaux photovoltaïques pour faire l'électricité, etc., etc. Et à chaque fois qu'on passe une de ces étapes, c'est réellement un plaisir intense de sentir qu'on gagne en autonomie, qu'on gagne en connaissance de notre vie, de notre mode de vie, et qu'en même temps, on diminue nos besoins et on diminue de fait notre impact sur la biosphère. Les transitionneurs, comme on pourrait nous appeler, on pourrait nous caractériser comme des catastrophistes optimistes. C'est-à-dire que nous sommes convaincus qu'on va vivre des choses, pas forcément très faciles, mais que nous avons encore aujourd'hui la possibilité de nous réunir, de nous organiser pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible et en toute convivialité, encore une fois. Alors, à Châteauneuf-sur-Loire, avec notre groupe de transition, qui s'inscrit dans le mouvement international des villes en transition, impulsé par un professeur de permaculture anglais qui s'appelle Rob Hopkins, on a mis en place un certain nombre de groupes. Donc on a un groupe qui travaille sur l'alimentation, duquel a découlé un groupe qui travaille sur la production et la conservation de semences.
On a un jardin partagé, on a un groupe qui travaille sur la santé, comment on peut se soigner différemment. Vous savez que la plupart des médicaments aujourd'hui sont faits à partir de pétrole notamment. On a un groupe qui travaille sur la transition intérieure, comment on peut se changer soi-même pour pouvoir ensuite changer son mode de vie et essayer de changer le monde. On est en train de lancer une monnaie locale complémentaire pour transformer aussi notre relation à l'économie. Et puis enfin, on a un très gros projet depuis 2016, qui serait la première maison de la transition. C'est-à-dire qu'on s'installe dans une brasserie, une plus grande brasserie de Châteauneuf, en plein centre-ville, au pied de l'église. Et là-dedans, on est en train de faire des travaux pour faire un gros projet associatif dans lequel il va y avoir une épicerie bio zéro déchet. Il va y avoir un café associatif et culturel dans lequel les gens vont pouvoir se retrouver de toute génération, de toute culture, pour faire des jeux, pour voir des expos, des concerts, etc., des spectacles. On va avoir un espace de coworking pour que les travailleurs indépendants et les télétravailleurs puissent se retrouver dans ce lieu aussi et lancer des projets ensemble. On va avoir une grande cuisine qui va permettre de faire des ateliers de cuisine, aussi de fabrication de produits cosmétiques. Un atelier de réparation pour le vélo, pour les produits électroménagers, etc. Plutôt que de les jeter, on va essayer d'apprendre à les réparer. Enfin voilà, donc énormément de choses qui vont se retrouver dans ce même lieu et qui vont nous permettre justement de donner du relief à tout cela et de faire en sorte que collectivement, on avance vers ce mode de vie plus soutenable qu'il ne pourrait l'être jusqu'à présent. La planète est en train de nous montrer ses limites, et ça, c'est pas négociable. Alors on peut quand même décider de continuer, d'en profiter jusqu'au bout, de ne rien changer, et puis advienne que pourra. On peut aussi décider de choisir plutôt que subir l'évolution du monde. La sobriété heureuse et la transition vers la résilience locale, c'est une piste prometteuse que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Cette transition que je vous ai racontée en une quinzaine de minutes a pris 15 ans de ma vie. Le changement est long, même lorsqu'on est convaincu. Alors, n'attendons plus. Merci.